vais présenter plus amplement notre invitée, Gisèle Sapiro. Ce n'est pas la première fois que nous vous invitons dans nos diverses tribunes, chère Gisèle Sapiro, mais cette fois, nous avons voulu aller un peu plus loin en explorant davantage l'engagement et les responsabilités de l'écrivain, qui est votre spécialité, alors même que son influence semble se dissoudre dans la mondialisation. Influence également des autres acteurs de la chaîne du livre. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre des écrivains en 40-53 aux éditions Fayard, La responsabilité, bien sûr, de l'écrivain aux éditions du Seuil. Vous avez dirigé Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, en 2009, aux éditions du CNRS, les contradictions de la globalisation éditoriale, en 2009, l'espace intellectuel et l'Europe, du 19e au 21e siècle, à la découverte en 2009, et vos plus récents ouvrages sont Les écrivains et la politique en France, Seuil 2018, Des mots qui tuent, la responsabilité de l'écrivain aujourd'hui, et enfin, tout récemment, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, au Seuil en 2020. Dans cet ouvrage, vous passez donc, le tout dernier, vous passez en revue les diverses affaires qui ont défrayé la chronique, de Gabriel Masneff à Peter Hanke, en passant par Roman Polanski et Heidegger avec ses carnets noirs. Je rappelle qu'aujourd'hui même, on a beaucoup parlé de la publication critique de Mein Kampf, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Bon, c'est autre chose, mais enfin, ça pose bien la question du livre et de l'influence, surtout quand c'est un dictateur qui s'en saisit. Alors, peut-on donc dissocier la morale de l'auteur avec la morale de l'œuvre? Et quelles leçons, c'est la question que je voudrais vous poser, quelles leçons tirez-vous des divers cas que vous avez étudiés dans ce très bel essai dont je viens de vous parler? D'abord, merci beaucoup, Fulvio, de cette invitation, et je suis enchantée de reprendre le dialogue avec vous, qui est toujours très riche, et je suis enchantée de pouvoir discuter de ces travaux avec ce groupe transnational qui est très bien informé et qui mêle des acteurs aussi bien de la recherche et du monde littéraire et de l'édition. Donc, j'ai écrit ce livre. Alors, c'est important de savoir que c'est un livre de commande. Ce n'était pas du tout dans mon programme. Et c'est les éditions du Seuil Julie Clarini, les éditions du Seuil, qui me l'a demandé. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter parce que je n'étais pas sûre de comment j'allais aborder ce sujet en pleine tempête, hein. Et aussi avec un calendrier assez chargé par ailleurs. J'ai finalement accepté parce que il m'a semblé important de discuter ces enjeux aujourd'hui. Alors, je suis partie évidemment d'une déconstruction de la problématique, c'est-à-dire de voir aussi bien la notion d'auteur que la notion d'œuvre comme des constructions sociales historiques qui ont une histoire, et l'histoire de leur identification, elle est évidemment de plus longue durée, mais il y a une histoire courte qui remonte relativement courte au romantisme, où justement on a très fortement associé l'œuvre à son auteur. Et on a construit cette notion d'œuvre. Et donc, alors je suis partie de Foucault, bien sûr, la notion de fonction auteur, qui explique qu'en fait, l'appropriation pénale précède l'appropriation de l'œuvre par l'auteur en termes commercial. Avant d'être un bien, dit Foucault, l'œuvre a été un discours, hein, enfin, le texte a été un discours susceptible d'être poursuivi. Et donc, cette réflexion de Foucault m'a guidée, avec celle de Bourdieu, bien sûr, sur la question de l'autonomie. Et j'ai réfléchi aux formes d'identification entre l'auteur et l'œuvre, et aussi leurs limites.
Donc, j'ai regardé par 3 perspectives différentes cette identification. Tout d'abord, alors, métonymie, ressemblance et intentionnalité, causalité. Donc, je dis un mot de chacun. La métonymie, là, on parle de Foucault, c'est la fonction auteur comme englobant en fait une série de textes qui sont constitués comme l'œuvre de l'auteur, c'est-à-dire que Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, mais aussi de sentimental novel, ou de, je ne sais pas comment ça est traduit en italien, c'est-à-dire de toutes les traductions de son œuvre dans toutes les langues, et il reste l'auteur en fait de cette œuvre. Alors, donc il y a une identification très forte, et en même temps, et évidemment historiquement, il y a aussi le débat sur la place du traducteur, qui est aussi auteur de l'œuvre de traduction, mais ça peut-être dans la discussion, si vous le souhaitez, on peut y revenir. Là, je me concentre sur l'auteur. En tout cas, cette identification n'est jamais parfaite, se pose la question toujours du périmètre de l'œuvre. Est-ce que la correspondance fait partie de l'œuvre? Au XVIIIe siècle, les correspondances, c'était des œuvres en soi. Est-ce que les pamphlets, donc dans le cas de Céline, bien sûr, s'est posé la question. Céline, quand il écrit ses pamphlets dans les années 30, ils font partie de l'œuvre. C'est tout à fait gratifiant et ça fait partie, c'est en plein sur la lancée. Mais après la guerre, au moment de son procès, où là, c'est devenu plutôt un stigmate d'avoir écrit ces pamphlets, ben c'est lui qui décide de les retirer de la vente et qui a interdit leur republication. Donc, c'est lui-même qui… Et juridiquement, on a le droit au retrait. Ça fait partie de la définition juridique de l'auteur et de ses droits. Et donc, alors, je me suis intéressée je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, aux définitions philosophiques du nom propre, et comment le nom d'auteur fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que le nom propre, c'est un désignateur rigide au sens de Kripke, c'est-à-dire que le nom est vrai dans tous les mondes possibles. Et d'ailleurs, on voit comment les écrivains jouent avec ça, comment ils mettent en scène leur propre nom, comment ils créent des décalages par rapport aux attentes qu'on les retrouve. Et puis, évidemment, on peut penser à Fernando Pessoa avec ses 73 hétéronymes, je ne sais plus combien, et ses personnages de fiction, enfin, comment il invente des biographies de ces noms fictionnels d'auteurs. Et évidemment, mon cas favori, c'est Émile Ajar, qui est évidemment… Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Émile Ajar est l'auteur de l'éducation européenne? Voilà. Donc là, c'est la question de la description, c'est-à-dire qu'Émile Ajar, comme nom d'auteur, c'est l'autre théorie, ça sera plutôt la description d'un style, d'une œuvre, d'une forme. Et donc, on ne peut pas dire que Émile Ajar est l'auteur, on peut dire que Romain Gary est l'auteur de La vie devant soi, mais on ne peut pas dire que Émile Ajar est l'auteur de l'éducation européenne. Et donc, à ce moment-là, on voit que le nom d'auteur est une description, et ça, c'est la théorie alternative. Mais on n'est pas obligé de trancher entre les deux. Moi, ce que je dis, c'est que en fait, les deux sont pertinents pour comprendre ce qui se passe quand les noms propres sont des noms d'auteurs, en fait. Je vous interromps, je vais essayer de traduire. Est-ce que, puisque je vois qu'il y a beaucoup de francophones, mais est-ce que Elena est toujours présente? Est-ce que vous avez besoin d'une traduction en italien? Parce que Laura Tapam, qui devrait être là, ne l'est pas, et Mia non plus, qui devait être prévue pour cela. Est-ce que Elena, est-ce que vous entendez? Ouvrez votre micro. Parce que je souhaite, parce que c'est important. Que Elena écrive dans le chat parce qu'on ne l'entend pas. Oui, ça va. Ça va, vous comprenez? Donc, je fais l'impasse sur la traduction italienne. Rosario, vous capisci? Rosario? Bon, oui, je vais… Excusez-moi, mais c'est vrai que vous étiez emporté dans votre élan, mais c'est non, mais c'est important. Oui, oui. Je peux ralentir aussi le débit, parler un peu moins vite. Oui, voilà. Donc, in due parole, Rosario ha capito quello che è stato detto o ha bisogno di una traduzione in italiano? O metti il microfono e non metti, ecco, non ti sento, non ti sentiamo. Rosario chitarron.
Allora, lo dico in 2 parole. Questo, il lavoro che ha fatto Gisèle Sapiro nell'ultimo libro riguarda, è partito da il scatto di una citazione di Foucault e ha messo in luce, diciamo, tramite questa citazione e tutto il lavoro sulla metonimia. La metonimia è fondamentale nella letteratura e dunque tramite questa citazione ha voluto confrontare, diciamo, la personalità, questo Borges lo dice anche lui, la personalità, la persona stessa dello scrittore fisica civile con quella dell'autore che è un altro, come diceva già Rimbaud nell'Ottocento. Dunque questo confronto ha dato nascita, diciamo, in 2 parole, a questo libro, cioè la metonimia. Le nom d'auteur comme métonymie, en fait. È il nome d'auteur comme métonymie de l'œuvre. Dell'opera, si parla anche di William Shakespeare, che si sa che non era magari così inglese come lo si dice, e dunque funziona questo, il nome cognome, nome d'autore come struttura della letteratura. Ecco. Allez-y. La deuxième perspective, c'est le nom d'auteur, la ressemblance entre l'auteur et son œuvre. Donc là, on introduit la dimension morale. On dit que un auteur se peint dans son œuvre et le nom d'auteur, ça serait le condensé d'un style. Hein. Buffon a dit le style, c'est l'homme. Et donc, est-ce qu'on peut changer de style? Et l'exemple de Émile Ajar montre bien que Romain Gary a dû changer de nom d'auteur pour changer de style. Parce que le nom crée tellement d'attentes qu'il ne pouvait pas écrire La vie devant soi sous le nom de Romain Gary. Alors, cette question de la ressemblance, elle a aussi des limites. La preuve, Émile Ajar, c'est-à-dire qu'on peut aussi écrire autrement. Et ça pose la question de la cohérence de l'œuvre. Si on pense à Picasso, par exemple, Picasso, on doit le diviser en périodes, la période bleue, la période rose, et de même, on a le premier et le deuxième Heidegger, puisqu'on parlait de Heidegger. Donc, la cohérence de l'œuvre a aussi des limites, et donc la périodisation aide parfois à prendre la mesure de cette cohérence. Mais ce qui nous intéresse plus ici en termes littéraires, c'est aussi la distinction, la question de la ressemblance, elle est remise en cause par la distinction entre l'auteur et ses personnages, et entre l'auteur, le narrateur et les personnages, distinction introduite par Goethe, puis par Flaubert, donc la distinction entre l'auteur et le narrateur. Et donc, évidemment, les écrivains jouent aussi là-dessus. Donc, je travaille le cas de Houellebecq, par exemple, qui fait passer des messages idéologiquement qu'on pourrait dire répréhensibles, par exemple dans Plateforme sur l'islam, mais il le met dans la bouche de personnages de fiction. Et donc là, on est dans la représentation et pas dans l'apologie. Et donc, on ne tombe pas sous le coup de la législation qui poursuit les discours haineux parce qu'on est protégé par le statut de la fiction, d'une certaine manière. Comme l'a fait Nabokov avec Lolita, par exemple. Exactement. Oui, sauf que là, on peut pas. On sait que Nabokov ne parlait pas de lui-même. Ah oui, bien contrairement sûr, à Matzneff. Donc justement, alors peut-être vous voulez, contrairement à Matzneff, parce que justement, là je montre qu'il y a un espace de jeu entre l'auteur, le narrateur et le personnage dans la fiction. Il y a évidemment des romans autobiographiques. Moi j'avais travaillé sur Drieux-La Rochelle, par exemple, sur Rêveuse bourgeoisie. Mais quand on va vers les récits de soi, donc, il y a le journal intime, c'est le cas de Matzneff, par exemple. Là, il n'y a plus de discussion, c'est le pacte de lecture où l'auteur parle de lui-même. Et il y a l'autofiction où il y a quelques différences avec peut-être les faits, mais où il y a aussi, l'auteur assume d'une certaine manière être là où la narratrice ou le narrateur. Et donc là, il y a un espace de jeu pour penser ce rapport éthique entre l'auteur et l'œuvre qui est introduit par cette distance.
Dans le cas de Matzneff, évidemment, cette distance est absente, puisqu'il revendique pleinement, et en plus, donc, non seulement il revendique ces actes de pédocriminalité, mais en plus, il en fait l'apologie. Hein. Voilà, de manière totalement ouverte. Bon, et il produit aussi les lettres de ces victimes pour sans doute couvrir et montrer leur consentement. Et en fait, tout ce montage a été remis en cause par le livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui justement interrogeait cette notion de que veut dire le consentement quand il s'agit d'une fillette de 14 ans. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je voudrais juste dire qu'on retrouve ces questions, cette problématique de distinction entre auteur, narrateur, personnage, aussi, par exemple, dans le rap. Il y a eu l'affaire de Orelsan, le rappeur. Je peux vous interrompre, je vais juste faire une traduction oui. pour les auditeurs italophones. Donc, allora, devo c'est la ressemblance. La somiglianza, come la somiglianza adesso. Maria Grazia, qui est une excellente italianiste, qui parle italien, pourrait peut-être traduire si elle veut bien. Non, elle ne veut pas. Quoi? Qu'est-ce que je dois traduire? Est-ce que tu accepterais de résumer peut-être, si tu veux ou pas, la traduction, ce que vient d'être dit par Gisèle Sapiro? Parce que normalement, je ne vois pas... Mais il me semble que personne n'a dit qu'on a besoin de la traduction, non? Non, il y a quelques italophones italiens qui ne parlent pas le français. D'accord, alors je dois prendre des notes, excusez-moi. Non, mais je te demandais. Juste en un mot, peut-être là, si ce que vous pouvez juste traduire, c'est que le deuxième axe d'identification entre l'auteur et l'œuvre, c'est la ressemblance, et là, ça pose la question de la ressemblance morale, mais se pose la question du rapport entre auteur, narrateur, personnage. Voilà, merci. Allora, lo dico io. La somiglianza è la seconda, diciamo, orientamento, il secondo asso, come dire, di questa problematica che affronta Gisèle Sapiro, che pone la questione dell'identificazione tra autore, scrittore e personaggio. E questo fonda la questione morale, ecco, è molto vicino nel francese tutto questo. Allora, continuez, Gisèle. Voilà, et le troisième type de rapport entre l'auteur et l'identification entre l'auteur et l'œuvre, c'est la question de l'intentionnalité ou de la causalité, c'est-à-dire l'auteur est la cause de l'œuvre. Il a produit une œuvre avec une intention. Bon, je discute cette question intentionnalité, causalité, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, il y a aussi là des limites entre l'intention et le résultat. Parce que, en fait, souvent, on va avoir, j'ai travaillé sur des procès littéraires, souvent les auteurs nient les intentions qui leur sont prêtées dans l'interprétation, la réception de l'œuvre. Et il peut y avoir des cas, effectivement, où il y a un décalage. Je parle de l'exposition Exhibit B de Brett Bailey, qui reconstituait des zoos humains des années 30, enfin des expositions coloniales, et où il n'y avait pas d'ambiguïté du message. Il s'agissait de critiquer cette pratique, mais il y a eu une sorte de réaction très, très forte des associations noires ou indigénistes qui refusaient de voir cette performance et qui disaient qu'on remettait en fait les Noirs dans une position de passivité et de subordination, alors qu'il était clair qu'il y avait un potentiel de violence et de retour quand on voyait, moi je l'ai vu à Avignon. Peut-être je laisse traduire. C'est l'intenzionalità, je ne sais pas si Grazia veut dire quelque chose. E l'intenzionalità che pone anche la questione dello spazio che c'è tra
i personaggi, il secondo livello, sono 3 livelli, il terzo livello è l'intenzionalità. Cosa vuol fare lo scrittore quando scrive? È veramente quello che vuol fare o no? E dunque pone la questione della responsabilità, chiaramente. E questo è l'altra dimensione dell'atto di scrittura, di creazione, di fatti. Anche, e allora dà l'esempio di questa esposizione che ha messo in atto, diciamo, la colonizzazione. Erano questo scrittore, non è un scrittore, è un artista, ha messo in atto, diciamo, in scena schiavi neri. Dunque, chiaramente il messaggio era ben chiaro, ma alcuni, e lì poi c'è la questione che avevo fatto anche a Gisèle Sapiro, il secondo grado, il second degré, dove sta? È sparito, non c'è più. Et questo spazio si sta restringendo. Allora, la question que je vais vous poser, chère Gisèle, c'est ce second degré, on assiste à la mort du second degré, puisque l'espace, aujourd'hui, se restreint, cet espace de jeu se restreint drastiquement et se dilue dans l'espace de la mondialisation, finalement, qui nous réduit à justement à prendre au premier degré pas nous, mais enfin, la mécanique de l'espace public aujourd'hui est préemptée et privatisée fortement par les réseaux sociaux. On le pratique aujourd'hui d'une certaine façon, avec ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs. Alors, justement, quelle est justement la place de la responsabilité dans un monde où l'espace public est préempté et numérisé, éventuellement? Alors déjà, je vais répondre sur l'ambiguïté. C'est une question qui me paraît importante. Effectivement, il y a cette question du premier, second degré. Par exemple, Houellebecq, il joue tout le temps avec ça, pour échapper à la responsabilité aussi. En même temps, c'est une tradition littéraire très importante, cette ambiguïté, ce que Flaubert fait dans Madame Bovary, il ne juge pas son personnage, il laisse le lecteur décider, choisir sa position. Après, il y a des degrés d'ambiguïté. Alors, on peut voir comment Plateforme de Houellebecq peut être lu au premier et deuxième degré, effectivement. Il y a une lecture littérale et il y a une lecture deuxième degré ironique, tout à fait présente. Effectivement, le risque des œuvres qui jouent sur ces 2 degrés, c'est d'être approprié littéralement, mais c'est fait pour ça aussi. Voilà. Donc, en fait, l'auteur n'échappe pas complètement en même temps, il est protégé par la fiction, encore une fois. Voilà, donc oui, peut-être là-dessus, je vous laisse, si vous voulez traduire ça. Oui, bah. Peut-être que Marcella, elle accepterait de jouer le rôle de traductrice pour libérer un peu Fulvio. Sinon, je pense que tout le monde... oui, je peux faire ça, si vous voulez bien. Bien, Marcella. En fait, oui, c'est bien, c'est bien. Mais ton image, on te voit aussi. Allora, quindi Gisèle appunto spiegava la questione è stata posta la questione dell'ambiguità del primo e del secondo grado e appunto ha offerto l'esempio di Flaubert in Madame Bovary, che appunto non giudica il suo personaggio e rimane, cioè lascia il lettore decidere l'aspetto morale, insomma, il giudizio morale sul personaggio. Ecco, questo in poche parole. La ringrazio, Marcella. On va continuer avec la question de l'espace littéraire et l'idée de littérature qui ont beaucoup évolué aujourd'hui, notamment. On en a beaucoup discuté, notamment
par l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan ou à Dario Fo un peu plus tôt, oui, avec l'amplification des réseaux sociaux et des blogs littéraires, il semble se créer donc une partition nouvelle des champs littéraires, une littérature expérimentale, disons, pour le résumer, numérisée, ouverte et multidisciplinaire, d'un côté, et de l'autre, la littérature sur support papier, plus classique, plus restreinte. Et donc, ça pose une question qui est pour moi essentielle, qui est au-delà de la question des supports et quelle est la place de l'autorité? Qui a l'autorité aujourd'hui? Qui détient l'autorité? Est-ce que c'est les livres imprimés? Enfin, ou c'est le maquis où on en renvoie ceux qui ne peuvent pas accéder aux livres imprimés. Vous voyez bien qu'il y a une vraie question qui aussi a un pouvoir de discriminer aussi, hein, de faire le partage. Alors, il y a tout un débat aujourd'hui. Alors, votre sentiment là-dessus? Alors, je dirais que comme par le passé, il y a une multiplicité d'instances qui participent de la production de la valeur littéraire. Il y a des formations de creative writing, il y a des revues, il y a des agents littéraires, il y a des éditeurs, il y a des critiques, il y a des prix, il y a des résidences, il y a des festivals de littérature. On peut dire que l'éditeur professionnel demeure le principal gatekeeper, qui conditionne la reconnaissance d'un écrivain ou d'une écrivaine, mais en même temps, son pouvoir de consécration est aujourd'hui plus dépendant dans le monde anglophone de deux instances qui interviennent en amont du processus et qui exercent une présélection. Ce sont les écoles d'écriture et les agents littéraires, sans lesquels on n'accède plus à la publication, sauf dans les petites maisons d'édition indépendantes qui fonctionnent comme des réseaux informels. Alors, par le passé, les revues animées par des pairs jouaient un rôle de présélection. C'est moins le cas aujourd'hui, ou plutôt, aujourd'hui, l'accès à ces revues est de plus en plus conditionné aussi par les agents dans le monde anglophone, alors qu'en France, qu'il s'agisse de revues papier ou en ligne, c'est encore un espace qui est géré par des pairs et des critiques. Marcella, tu veux que je m'arrête là? Oui, oui, oui. Oui, donc voilà, Giselle appunto spiegava come spiegava appunto la molteplicità di istanze che partecipano alla consacrazione dell'autore, quindi sono diverse, l'editore, il giornalista, ma anche piattaforme come per esempio i festival, le edizioni online. L'editore per Giselle rimane comunque il gatekeeper, cioè l'attore che ha il ruolo più definitivo nella consacrazione dell'autore, appunto, allora che invece in Inghilterra e nell'ambiente anglofono in generale e attraverso gli agenti letterari e attraverso le scuole di scrittura che si definisce in anticipo la carriera e la consacrazione dell'autore, mentre in paesi come per esempio la Francia esiste ancora un network di piccoli editori che definiscono una specie di ecosistema. Ecco, Giselle ha parlato anche dell'accesso alle riviste, le riviste letterarie,
che appunto di nuovo nei paesi anglofoni sono ancora una volta condizionati dal ruolo degli agenti letterari, mentre rimane ancora più libero l'accesso alle riviste in altri paesi come la Francia, ad esempio. Grazie. En fait, il y a une professionnalisation des carrières d'écrivains et d'écrivaines par ces écoles d'écriture et par les agents qui forment et accompagnent les auteurs, qui leur apprennent les règles du jeu. Donc, les agences les représentent, négocient les droits, défendent leurs droits, mais en même temps, elles ajustent l'écriture et la sélection aux attentes présupposées des éditeurs. Et donc, il y a quand même un risque que la littérature soit formatée, en fait, par cette médiation, en fait. Par exemple, la priorité qu'on donne à l'histoire sur la forme. Justement, ça pose, oui, alors c'est un vrai... Alors, il y a deux traditions, la tradition axée sur le style, je pense, enfin, là, je résume en mes mots, et une tradition plus sur la story, l'histoire, et qui est une tradition plus liée à l'école anglo-saxonne, effectivement. Et donc, ça pose oui, un formatage qui est problématique. Comment voyez-vous, parce que ça nous pose, c'est une question que nous affrontons aussi au sein de Lingua Franca, quelle forme et quelles sont les esthétiques qui peuvent émerger de ce brassage et quel est le rôle, quel rôle voyez-vous, vous avez parlé du monde anglo-saxon, des agences littéraires aujourd'hui? Est-ce qu'on va justement vers un formatage, comme vous l'évoquez, où il est possible de jouer, d'avoir cet espace de jeu pour proposer autre chose, proposer un autre type autre chose, mais enfin... Je pense que le champ littéraire est polarisé entre cet espace, ce pôle très professionnalisé qui passe par les agents, maintenant de plus en plus aussi en Europe, mais pas autant que dans le monde anglophone. En France, ça commence à peine. Pour le moment, en France, il y a quand même une relation directe entre l'auteur et l'éditeur, mais alors, je ne sais pas exactement comment c'est aujourd'hui en Italie, mais en Allemagne, de plus en plus, c'est le modèle anglo-américain. En Espagne, ça fait longtemps que les agents jouent un rôle très important. Alors, en Italie, il y a un rôle historique, mais ça, j'en parlerai peut-être après, sur la médiation entre les langues, des agents qui sont des médiateurs entre les langues sur la traduction, ce qu'on appelle les co-agents, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la question que vous posez sur le rôle des agents dans la production même de la valeur littéraire, oui. Aujourd'hui, ils ont un rôle beaucoup plus important que par le passé, à ce pôle très professionnalisé, avec ce risque de formatage. De l'autre côté, on a un pôle qui reste beaucoup moins formalisé, beaucoup moins professionnalisé, beaucoup plus informel, qui passe par des réseaux de petits éditeurs, ce qu'on disait de revues, et où se joue, et aussi par Internet, et où se joue en fait plus le travail expérimental. Alors il y a toujours eu des passages de l'un à l'autre, mais on se demande aujourd'hui, est-ce que les trajectoires d'un Pierre Guyotat ou d'un Olivier Cadiot plus près de nous, ou de Marie Ndiaye même, qui ont commencé dans les années 90, est-ce qu'elles seraient vraiment possibles aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont être récupérés par le pôle plus professionnalisé? Alors, ils ont aussi un peu évolué dans leur écriture. Oui, bien sûr. Mais pas au point de faire passer la story avant le style. Il suffit de lire le dernier Cadio. Alors, bien sûr. Donc, Marcella, elle veut traduire. Oui, je veux bien traduire. Quindi no, il discorso appunto è come si presenta oggi il campo letterario polarizzato fra un gruppo di autori molto professionalizzati che
che si piegano alle esigenze degli agenti letterari e che quindi creano dei prodotti piuttosto formattati, piuttosto standardizzati. Questo succede per esempio, ecco, questo è un polo, e al polo opposto invece c'è un gruppo piuttosto informale di autori che passa attraverso appunto quell'ecosistema che ho descritto prima dei piccoli editori, spesso editori indipendenti, che lasciano più spazio quindi alla sperimentazione e che permettono quindi una più grande libertà di scrittura, che non sia più dominata esclusivamente dall'idea del creare la good story, no? L'histoire, la storia contro la sperimentazione formale, per esempio, stilistica. Mentre appunto Giselle spiegava che in Italia appunto c'è il ruolo dei coagenti, che però ancora non ha puntualizzato, lo farà più avanti. Nei paesi angloamericani sono soprattutto il polo, quello professionalizzato di cui abbiamo parlato, che domina, così come anche in Germania appunto il modello anglo-americano. Ecco, ma in Spagna già da lungo tempo. Et en France, vient d'être créée une association des agents, c'est tout récent, ça a 2-3 ans. D'accord. Alors, vous savez comment cette association des agents en France? Oui. Je ne sais plus son nom, mais on travaille dessus. Là, on a fait une enquête sur. D'accord. C'est Astier qui la dirige. Ah, Astier. Ah, d'accord. Pierre Astier. Du Serpent à plume. Hein. Écoutez, il vient de l'édition. Alors c'est ça, il y a beaucoup d'agents en fait qui sont des éditeurs qui se sont reconvertis. Donc ils ont la pratique de travailler sur les manuscrits, d'accompagner techniquement, mais aussi psychologiquement les auteurs. Enfin voilà, donc ils gèrent en fait, ils font tout ce travail de gestion des auteurs pour les éditeurs. En fait, les éditeurs ont externalisé cette fonction. Quand on parle des agents des premiers et pas des agents, des primary agents, et pas des agents secondaires, comme on dit, ou co-agents. Est-ce que je peux dire juste encore un mot par rapport à cette professionnalisation des écrivains? Aujourd'hui, j'ai pas parlé, on parlait tout à l'heure qui a l'autorité. Alors évidemment, les prix littéraires restent très importants en aval, hein, après la publication. Les prix jouent un rôle très important au niveau national, mais aussi au niveau international pour la littérature étrangère. Mais je voulais évoquer un phénomène qui est devenu extrêmement important et dont on parle peu en France. Ce sont les festivals de littérature. On en compte aujourd'hui plus de 450 seulement en langue anglaise. Moi, je me suis intéressée, alors il y a des festivals très nationaux, mais je me suis intéressée aux festivals internationaux de littérature, et peut-être ça conduit aussi à la question de la circulation. Des festivals comme Étonnant Voyageur, qui est un des plus anciens, ou le Festival de Berlin, qui en fait sont des festivals où justement on amène aussi ces formes de littérature plus expérimentales, même de la poésie au Festival de Berlin. Hein, on peut inviter des poètes coréens ou japonais, et où aussi on crée un espace d'intervention politique pour les écrivains. On devait parler de l'engagement, alors peut-être qu'on va y revenir, mais pour moi, certains festivals de littérature offrent aujourd'hui une sphère publique alternative. Alors au moment où la voix des écrivains dans les médias se réduit. Voilà, donc juste un exemple, en 2010, le thème affiché par le festival Étonnant Voyageur, c'était Zone de fracture, Russie, Haïti, Afrique, France, que peut la littérature dans le chaos du monde? Marcella, tu veux dire peut-être? Oui, bien sûr.
Una questione molto importante, appunto, secondo Giselle, proprio un fenomeno emergente sul quale bisognerebbe lavorare ulteriormente, proprio quello dei festival letterari che rappresentano una piattaforma spesso internazionale, come ad esempio il festival francese Étonnant Voyageur. Giselle ha contato 150 addirittura festival di letteratura internazionale. Ci sono quelli di letteratura nazionale, ma anche quelli di letteratura internazionale, sì, 150 festival di letteratura in Inghilterra, no, dove? No, 450 en anglais, seulement en langue anglaise, mais je mentionnais le festival de Berlin qui est plurilingue. En anglais. D'accord. Quindi 150 festival di letteratura internazionali in inglese. E quindi Giselle li definisce una sfera pubblica alternativa. Per esempio ha citato il festival di Étonnant Voyageur, il festival Étonnant Voyageur, che nel 2010 ha creato questo evento chiamato Zone di Frattura, Haiti, Russia e non ricordo quale fosse l'altro paese. Africa. Cosa può... Comment? Africa. Siete qua? Africa e Francia. Africa, Russia, Haiti, cosa può fare la letteratura di fronte ai disastri, ecco. Alors c'est intéressant parce que dans ces festivals, on a aussi des femmes intellectuelles, par exemple, ça y a une féminisation de la figure de l'intellectuel comme Elif Shafak ou Arundhati Roy, donc l'écrivaine turque Elif Shafak ou Asli Erdogan et l'indienne Arundhati Roy. Très bien. Ça me conduit justement à la question de la traduction. Vous avez dirigé il y a quelque temps un important travail sur la traduction et puis de récents articles le montrent. Alors, comment voyez-vous le rôle donc de la traduction et notamment dans le contexte de la spécialisation, du développement des traducteurs automatiques? Alors, je sais, Christian Tremblay, qui est président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, a consacré justement tout un colloque sur les traductions automatiques. Alors, est-ce que ça peut influer les traits pratiques? Ça l'influe déjà. Comment voyez-vous se développer le champ de la traduction littéraire dans le contexte de la mondialisation? Oui, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de la traduction automatique que je connais très peu. Je vais juste dire que, bon, en tant qu'ayant été traductrice dans ma vie et ayant beaucoup corrigé, relu des traductions dans ma vie, et travaillant sur la traduction, je pense que la traduction automatique, moi j'ai travaillé avec Itamar Evan-Zohar qui était un fanat de la traduction, c'est l'inventeur des translation studies, mais c'est aussi, il était fanatique déjà dans les années 80 de la traduction automatique. Mais je pense que Christian Tremblay sera bien plus à même que moi de parler de ce phénomène. Je sais que maintenant on l'enseigne de plus en plus dans les écoles de traduction pour les traductions techniques et on enseigne aussi la révision de ces traductions, ce qui dit bien qu'on a quand même besoin du contrôle par les traducteurs de ça. Je persiste à penser que pour la traduction littéraire, avant qu'on ait encodé toute la littérature du monde entier dans toutes les langues et qu'il y ait des algorithmes qui permettent de comprendre toutes les métaphores et toutes les allusions, il va être très difficile quand même de faire de la traduction littéraire de manière automatique. Marcella, juste tu traduis ça et après je parlerai de la traduction dans le sì, le rôle de la appunto, traduction. Sì, appunto Gisela ha un lungo trascorso con la traduzione, è stata traduttrice, quindi ha una lunga esperienza. Non ritiene che la traduzione automatica possa giocare un ruolo nella disambiguità
nel disambiguizzare, eliminare quindi le ambiguità del registro letterario, è impossibile pensare, anche una volta codificata da tutta la letteratura del mondo, impossibile pensare che attraverso la traduzione automatica si possa giungere ad una traduzione automatica di elementi letterari come la métaphore, ad esempio. Grazie. Alors, sur la question de la globalisation, merci beaucoup Marcella, je voudrais dire quelque chose que j'ai beaucoup dit, mais que contrairement et Marcella a participé à un certain nombre des enquêtes qu'on a réalisées sur la traduction, contrairement au discours qu'on entend sur la globalisation comme la diversification, le métissage des cultures, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une domination accrue des traductions de l'anglais dans le monde. On est passé de 45% des traductions faites dans le monde depuis l'anglais dans les années 80 à, dans les années 90, 59% des flux de traduction dans le monde provenaient de la langue anglaise. Alors, l'anglais a surtout conquis le bloc des pays, le bloc très protégé avant des pays d'Europe de l'Est, et on voit passer les traductions dans ces pays de, je sais pas, c'était peut-être 20% de l'anglais à tout d'un coup 70% des traductions dans ces pays. Donc, il y a eu une conquête de ces marchés. Et dans beaucoup de pays, enfin, les traductions de l'anglais représentent entre 60 et 70% de l'ensemble des traductions. C'est un peu différent si on regarde les traductions littéraires. Oui, alors je voudrais dire, je vais rappeler, donc par rapport à ça, le français et l'allemand se sont maintenus autour de 9-10%, mais avec une tendance au déclin. L'espagnol s'est légèrement renforcé, mais de 1,6% à 2,5%. L'italien est resté stable autour de 3%. Et dans les changements, c'est le japonais qui s'est légèrement, qui a atteint les 1% des livres traduits dans le monde grâce au manga. Je te laisse traduire ça déjà, Marcella. Non, en fait, il n'y a que des francophones maintenant. Ah bon? Donc, on peut se passer les traductions. Je remercie Marcella. Ah d'accord, ok, très bien. Désolée d'avoir fait travailler Marcella. Non, c'est très bien, mais je viens d'avoir dans le chat, on peut suivre en direct. Merci Marcella de vous être improvisé. Je vous en prie. Voilà. Donc, évidemment, quand on regarde la littérature, la littérature, ça représente la moitié des traductions qui circulent dans le monde, hein, c'est 50%. Ça inclut la littérature pour la jeunesse, qui est un domaine qui s'est beaucoup développé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au pôle le plus commercial de la littérature, là, c'est complètement dominé par l'anglais, c'est-à-dire toute la littérature de genre, le roman sentimental, le polar. Alors, le polar, il y a un pôle qui est plus intellectuel et qui est plus diversifié, mais il y a quand même les romans d'espionnage. Là, les thrillers, les best-sellers, c'est complètement dominé par l'anglais. Quand on va au pôle de production restreinte, à la littérature qui est plus upmarket, comme on dit en anglais, là, on a une bien plus grande diversité. Et moi, j'avais étudié notamment, alors il y a évidemment les petits éditeurs en France comme Actes Sud, Verdier, Métellier, La Différence, Piquier, qui sont apparus à la fin des années 70, début des années 80, et qui ont contribué à diversifier en fait les traductions, les langues traduites en français. Mais aussi quand on regarde les collections de littérature étrangère, la grande collection de Gallimard du monde entier, on voit qu'il y a une grande diversité. L'anglais, ça n'est qu'un tiers, donc c'est différent du chiffre national de 2/3 des traductions de l'anglais. Quand on regarde cette collection, c'est seulement un tiers, et le reste, on a jusqu'à plus de 30 langues et 40 pays représentés dans cette collection. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette diversité, elle est rendue possible par des acteurs, par des médiateurs qui luttent contre les tendances du marché, parce que la tendance du marché, c'est vers l'anglais, parce que c'est l'anglais qui vend le plus. Des acteurs, ça sera les États qui apportent des aides
Donc, en France, il y a le Centre national du livre qui aide pas seulement à l'exportation de la littérature française, mais aussi à son importation, à l'importation des littératures étrangères. Ça, c'est quelque chose de très rare pour le contemporain. Et ça permet de maintenir une certaine diversité. De même, tous les programmes qu'ont les pays, par exemple, j'ai travaillé moi sur le cas israélien, il y a le cas néerlandais sur lequel a travaillé Johan Elbron, il y a des agences étatiques qui soutiennent la traduction à partir de ces petites langues, petites, pas parce qu'elles sont petites, mais qu'elles sont petites dans le rapport de force international ou périphérique dans le rapport de force, et qui leur permettent d'exister sur ce marché. Et il y a des importateurs, donc là, c'est les éditeurs, les traducteurs qui jouent un rôle très, très important dans ces médiations. Et c'est grâce à ces importateurs qu'en fait, on arrive à maintenir une diversité sur ce marché. Ce que je voudrais dire, c'est un mot des agents. Oui. Là-dessus, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, de plus en plus, ces relations entre les pays sont médiatisées par des agents. Et d'ailleurs, beaucoup d'agences dans beaucoup de pays, elles ont commencé comme co-agents pour importer la littérature anglo-américaine. Habituellement, c'était les éditeurs qui tenaient Exactement. Il y avait des relations directes. Alors, il y a eu, historiquement, il y a eu des agents. Il y a eu déjà en Europe, il y a une histoire aussi. Eric Linder, qui est le fondateur de l'Agenzia Letteraria Internazionale en Italie, qui a exporté toute la littérature italienne vers les États-Unis. C'est un émigré d'Autriche qui est parti vers l'Allemagne nazie, qui a immigré d'Autriche vers l'Italie au moment de la guerre, et qui donc de là a œuvré à ça et a aussi importé la littérature étrangère en Italie. Ça, c'est dès après la guerre. Il y a aussi Michel Hoffmann, pareil, émigré de Russie, puis de l'Allemagne nazie en France, qui commence par représenter des auteurs anglo-américains et puis qui après va devenir un intermédiaire important. Et puis de plus en plus, ce phénomène, alors après il y a eu Carmen Balcells en Espagne, qui a joué un rôle très important. Elle est à l'origine en grande partie du boom latino-américain, puisqu'elle a fait publier les auteurs latino-américains en Espagne, et elle les a promus de là sur la scène internationale. Donc, comme je disais, maintenant, en Allemagne, c'est devenu très important, le rôle des agents. J'ai vu, par exemple, en Turquie aussi, maintenant, il y a un certain nombre d'agents qui importent les littératures étrangères. Alors, ces agents contribuent à la domination. C'est ce qu'on a montré dans cet article qu'on vous a mis dans le chat, Fulvio vous a mis, avec Tristan Leperlier. Beaucoup de ces agents, en fait, contribuent aujourd'hui à la domination de l'anglais, parce qu'ils préfèrent importer des livres américains qui vont se vendre, plutôt que d'essayer de travailler à exporter, par exemple, la littérature turque à l'étranger, et c'est très difficile. Et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc là, c'est là que le rôle… Alors, il y a des agents comme Astier, ce qu'on montre qui ont un rôle beaucoup plus complexe et alternatif, mais la tendance, c'est la domination des agences anglo-américaines sur le reste du monde, qui font qu'elles arrivent, à travers leurs co-agents, à s'implanter un peu partout. Ouais, justement, je vais ouvrir la question. Bon, voyez, les enjeux sont posés déjà. Bien. Vous m'aviez posé une question sur l'écriture inclusive. Oui, oui. Mais je vous la poserai plus tard. D'accord. Et sur l'engagement aussi, vous devez parler. Oui, en fait, tout ça pose la question de l'engagement, à la fois des agences littéraires, comment trouver une manière de faire autre. C'est la question que nous nous posons au sein de Lingua Franca. Et aussi, en tant qu'écrivain, je travaille sur la langue. Mais je voudrais ouvrir le débat avec nos participants. Je pense à David, qui est traducteur et qui dirige une maison d'édition, ou Mia, qui est venue un instant, Mia Lecomte, qui vient de faire un travail formidable déjà depuis quelques années, elle travaille depuis longtemps, mais elle a formalisé ça dans un livre sur la littérature d'immigration,
des écrivains migrants, leur rôle. Voilà, débat ouvert. Qui s'y risque? Il y a Jean Lebouel, qui est éditeur et poète, également, que je salue. Je vois qu'il y a une main levée de Francis Coffinet. Francis, vas-y. Oui, oui, à propos, vous m'entendez là, peut-être? Oui, Francis, bon. Oui. Bonsoir à tout le monde. Oui, à propos des agents, précisément, j'ai laissé un message, parce que moi, je suis acteur également, et je laissais un message tout à l'heure à Fulvio en disant « je ne serai peut-être pas là à l'heure parce que j'ai une réunion avec mon agent ». Voilà, c'était mon agent d'acteur, hein, j'entends. Et je veux dire que les agences, maintenant, les agences d'acteurs contrôlent beaucoup de choses et elles sont en lien avec les productions. Et l'agence, la grande agence se met en lien avec le producteur du film et dit, eh ben, tu me prends une tête d'affiche et tu me prends avec 5 ou 10 comédiens de l'agence. Hein, c'est un lot qu'on fait en fin de compte. Donc, les choses vont arriver, si elles arrivent pour la littérature, on aura, alors peut-être pas dans le même principe, mais ça sera une hégémonie totale. C'est-à-dire que les éditeurs qui sont des grands éditeurs qui contrôlent une partie des choses, une partie des prix, et les agents qui contrôleront aussi une grande partie des choses et des auteurs et des prix vont rendre la portion de création très, très limitée. Je pense qu'il va y avoir surtout une hégémonie commerciale et que ces chers amis agents vont réussir à assommer le peu de créativité qui reste, quoi. Votre réaction, Gisèle? Merci beaucoup de cette remarque. Alors c'est intéressant effectivement de prendre les exemples des agences, des autres types d'agences artistiques. Il y a des travaux maintenant là-dessus et on entend effectivement croiser nos résultats avec ceux de nos collègues qui ont travaillé sur ces agences artistiques. D'ailleurs, l'agence française vient de s'inscrire dans l'agence traditionnelle des artistes. Et évidemment, vous avez d'autant plus raison que un certain nombre de ces agences, elles sont en contact avec la question des cessions de droits pour le cinéma, et c'est pour ça que les grosses agences anglaises traditionnelles, elles ont tout est intégré, c'est-à-dire qu'elles ont aussi les droits. Alors Astier, ils ont ça aussi, hein, sa co-agente et spécialiste des droits audiovisuels. Oui. Et bien que ce soit une petite, ils ont travaillé cette dimension-là, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que le type de littérature qu'ils promeuvent, alors c'est intéressant parce que il est l'agent de Le Tellier, donc il a eu son concours cette année, ça change complètement son statut et on va voir ce qui advient avec ça, mais tout ce qui s'est passé cette année est assez surprenant, puisque aussi les ventes d'Hervé Le Tellier sont incroyables. Donc là, ça va changer complètement le statut d'Astier oui. Comme agent littéraire. Mais lui, il vient de la littérature francophone, c'est ça qu'il a promu principalement, et donc c'est très intéressant. Vous avez raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y a quand même de la diversité chez les agents. Il m'est arrivé d'interviewer aux États-Unis une jeune agente qui est dans une grosse corporate, une agence, pas une petite indépendance, mais une grosse boîte. Et elle me disait, moi, on me laisse avoir de la littérature qui ne vend pas énormément tant que je ne suis pas déficitaire, de la littérature de qualité. Donc, ça peut arriver. Et je pense que certains font un peu la péréquation. Mais je suis en même temps, je dis ça, en même temps, je suis d'accord avec votre constat que ça va accroître les pressions commerciales sur le milieu. En même temps, je pense que ce pôle de production restreinte, ces petits éditeurs, ces réseaux informels va se maintenir. Il se maintiendra toujours parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile d'avoir une petite maison d'édition que ça ne l'était par le passé grâce à Internet, en fait. Et d'exister. Moi, j'en ai trouvé même aux États-Unis quand j'ai fait mon enquête sur la traduction, des tout petits, je pensais qu'ils n'existaient plus. Et en fait, il y en a plein.
ils font de la traduction, ils traduisent Michon, enfin, ils font des choses très, très surprenantes, de la poésie russe, enfin, c'est… Très bien. Il y a Monique Calinon qui souhaite vous poser une question. Monique, toi? Non, je ne souhaitais pas vraiment poser une question. C'était un rebond rapide. C'est quand j'entends le mot agence et tu as dit, Francis, le mot lot. C'est une sorte de parallèle, mais ça va dans le même sens. Moi, je suis donc du monde des bibliothèques. C'est les mastodontes. Quand j'entends lot, j'entends bouquet, c'est-à-dire les abonnements forcés. De pouvoir, je vois que Gisèle a l'habitude des bibliothèques et donc peut retomber sur ce genre de problématique. Quand les bibliothèques universitaires, notamment, ou la BNF, sont obligées de passer sous les fourches codines d'énormes agences de diffusion de revues, et là, c'est des millions et des millions. Et donc, par exemple, il y a une agence nationale qui a été obligée de se créer, le consortium Couperin, parce que sinon, les BU, notamment, ne pouvaient plus acquérir les abonnements. Alors, parfois, on peut encore au titre à titre, et parfois, ce sont des bouquets dans lesquels on va trier. Il y a le problème de la pérennité ou pas. Donc, finalement, c'est un parallèle qui n'est pas insensé par rapport au monde de la littérature. Je trouve que tout va dans le même sens. Des mastodontes qui veulent tout écraser sur leur passage pour du profit, même s'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et puis le monde des petites revues, de la petite édition, c'est exactement la même chose. Je sais pas si Gisèle est d'accord, mais… Oui. Absolument, et non seulement ça, mais ça fait partie de mes grosses inquiétudes. J'avais écrit alors, je ne connaissais pas le détail de la manière dont ça se passe à la BNF, donc merci de ces… Enfin, le BNF et BU, hein. Et BU, mais BU, oui, je ne connaissais pas la manière dont ça se passe, mais moi enfin, il y a le livre de John Thompson sur les presses universitaires dans les années 90, comment elles ont perdu à la fois leur budget et comment les bibliothèques peuvent de moins en moins acheter de livres, les bibliothèques universitaires anglo-américaines, parce que ces abonnements aux revues sont devenus tellement chers, et notamment aux revues scientifiques de sciences de la nature, qu'elles n'ont plus les moyens. Et donc, on voit maintenant en France, les BU qui n'ont pas des gros budgets, effectivement, elles ne peuvent plus s'abonner même à notre propre production. C'est-à-dire si nous, on publie dans ces revues en anglais, qui sont chez Springer, chez Elsevier, tout ça, le coût est tellement élevé que certaines universités ne vont plus pouvoir avoir accès au savoir. Et ça, c'est extrêmement grave, y compris au savoir que nous produisons. Donc là, il y a une bagarre qui a été d'ailleurs, les collègues de Harvard se sont mobilisés, ont exigé qu'on puisse déposer en fait les publications scientifiques dans un repository, une plateforme de l'université. Donc c'est le N-1, c'est-à-dire la version non formatée. Moi, j'ai essayé d'écrire un rapport pour la Commission européenne dans le cadre de mon projet en défendant le modèle français des revues de Kern avec quelque chose d'équitable, c'est-à-dire un abonnement sur 2-3 ans qui n'est pas hors de prix et au bout de 3 ans, accès public. Eh bien, ils n'ont même pas regardé parce que, en fait, la Commission européenne soutient en fait ces éditeurs scientifiques. Donc, maintenant, si moi je veux publier dans une revue qui est dans mon domaine, si je veux qu'elle soit en open access, moi ou mon laboratoire va devoir payer 2 à 3 000 euros pour publier, et sinon, elle sera fermée ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas le modèle comme en France où ça tombe dans le domaine public au bout de 2-3 ans. Voilà. Et si ma université n'est pas abonnée à cette revue, eh ben, je n'y aurai pas accès. Voilà. Et donc, ça, cette marchandisation du savoir, c'est une des choses les plus dramatiques. Cette appropriation aussi privée des ressources publiques, parce que c'est ça, parce que faire payer les laboratoires pour publier des articles que nous produisons, soi-disant pour que ce soit restitué à la communauté, c'est une manière, et en plus de faire payer les bibliothèques pour les abonnements, c'est doublement ponctionner en fait les ressources publiques qui devraient aller à la recherche aux étudiants. C'est dramatique. Ça pose la question de l'espace public et de ceux qui le contrôlent à travers justement ce genre de dispositif ultralibéral, notamment l'économie ultralibérale qui triomphe et qui privatise l'espace public aussi de façon générale. Hein. Je vois qu'il y avait un ami de Rome
Rosario Garra. Je m'excuse, on en a fait sauter la traduction, mais je crois que tu as compris l'essentiel, hai capito l'essenziale di ciò che abbiamo discusso. Puoi fare una domanda? Mets le microfono, per favore. Non? Parce que tu as levé la main. Sinon, y a-t-il... Oui? Non? Non? Oh là là! Ça marche pas? Non funziona? Bon. Peut-être écrire dans le chat? Oui, scrivi sul chat la domanda, per favore, ecco. Così possiamo farla anche in francese. Moi, on me demande, j'avais une question pour vous, parce que vous avez écrit, je vais la poser, je la pose maintenant. Vous avez écrit votre essai en utilisant en partie, pas tout le temps, mais l'écriture inclusive. Hein. Certains observateurs se demandent si ce n'est pas une idéologisation de la langue. Alors, madame, à vous. Oui, je voulais vous répondre à cette question parce que ça me tient à cœur. Oui, Donc, oui. je vais répondre en 3 temps. Je vais répondre en 3 temps. Primo, la langue est toujours porteuse de valeurs, de principes de classement et de hiérarchisation, et elle est un vecteur de violence symbolique. Et là, je renvoie aux travaux de Pierre Bourdieu et des sociolinguistes comme Pierre Encrevé. Secondo, la langue est en constante évolution, et si on a des normes, ces normes évoluent aussi en fonction des usages. Donc, cette capacité de la langue à se renouveler selon des règles et principes parfois formalisés après coup fait toute la richesse de la langue, et c'est ça que les écrivains ont aussi, écrivaines aussi ont su si bien exploiter, c'est-à-dire à enrichir et renouveler la langue. Et tertio, sur la reféminisation de la langue, alors là, je renvoie à ceux qui disent ça aux ouvrages de la linguiste Eliane Viennot, qui démontre que la masculinisation de la langue française est un fait historique lié à une idéologie sexiste parfaitement consciente d'elle-même. Par exemple, le mot autrice existait au XVIIe siècle. Moi, je préfère l'auteureux québécois, je trouve que ça sonne très bien, j'adore auteureux. Donc, je promeus auteureux et on verra quel usage l'emporte. Et je voudrais dire que l'écriture inclusive, elle consiste en fait à combattre l'invisibilisation des femmes dans l'espace public et dans nombre de professions, d'où elles ont longtemps été exclues. Ou en présence minoritaire, et il est d'ailleurs significatif que certaines femmes dans des professions ou des disciplines très masculines comme avocat ou économiste préfèrent porter leur titre au masculin, donc elles préfèrent se dire maître ou directeur de recherche, et comme vous le savez, il n'y a même pas de féminin en français pour professeur. Je sais qu'il y en a en italien, mais pas en français, donc ça dit quelque chose. Et je pense qu'en fait, toute remise en cause de l'ordre établi apparaît comme politique. Hein, vous parlez d'idéologisation par définition, parce qu'on remet en cause un certain ordre, mais celles et ceux qui luttent pour préserver cet ordre ne sont pas moins motivés par des valeurs conservatrices qui sont tout sauf neutres. Alors, je voudrais signaler par contre que nous avons récemment proposé avec Olivier Gaucho dans BiblioOps une nouvelle forme d'écriture inclusive qui est plutôt le féminin inclusif italisé, qui est beaucoup plus élégant à l'écrit que le point, qui pose un problème pour l'oral et pour l'écriture manuscrite. Mais j'ai constaté que nombre de collègues, de personnes ont commencé à l'utiliser. Donc, je vais vous envoyer le lien. Très bien. Oui, parce que votre essai se lit très bien. Je dois je vais regarder. Rosario donc, a écrit oui. Rollo delle agenti dell'Italia, della critica e riviste e dei festivals. Maintenant, d'Internet, oui, c'est tout à fait juste. Alors, je pratique beaucoup Internet, mais je n'ai pas beaucoup étudié Internet. Merci pour la question, Rosario. Pouvez-vous le dire en français? Non, mais je la comprends, hein, il n'y a pas de problème. J'ai lu là la question. Donc, c'est très juste. En même temps, moi, je ne pense pas qu'Internet, c'est un espace flat. Je pense que c'est aussi un espace hiérarchisé. Il y a des choses formidables comme ce Fulvio mentionné, ces revues expérimentales qui existent. Il y avait François Bon qui avait créé une revue RemuNet
qui est un extraordinaire espace de création. Les écrivains les plus expérimentaux savent s'emparer de cet espace. J'ai vu aussi des petits éditeurs, les petits éditeurs aux États-Unis qui n'ont plus accès aux bibliothèques. Pardon, aux bibliothèques non plus, mais aux revues, aux librairies. À cause des chaînes de librairies, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais en France, on a encore une diversité dans les librairies. Il y a des petits éditeurs qui n'ont plus... Il y a 300 librairies indépendantes aux États-Unis, c'est l'équivalent de ce qu'il y a en France, pour tout le territoire. Et donc, certains de ces petits éditeurs, ils font le tour avec leur voiture des États-Unis pour aller voir toutes ces petites librairies indépendantes, mais le reste, dans les grandes chaînes, il n'existe plus. Et donc, pour eux, Internet, c'est une ressource pour diffuser, vendre leurs livres, donc ces livres de poésie traduits du russe, du grec, du polonais, chez cette maison dont il faut que je retrouve le nom là, évidemment, alternativement. Et Internet est aussi un espace intéressant de débat, hein, parce qu'il permet, alors certains critiques s'en offusquent, mais il a mis en cause le monopole, en fait, de certains critiques littéraires. Et en même temps, c'est aussi un espace où toutes les barrières professionnelles ont disparu, et il y a aujourd'hui des sites de production littéraire, je mets entre guillemets, amateurs, qui ont des consultations, des vues de 1 million, et donc des gens qui publient des récits. Il y a Alexandre Geffen qui avait travaillé un peu dessus, qui publie en fait des histoires, des romans en ligne, et qui ont un public. Et là, ça ne passe plus du tout ni par les éditeurs professionnels, ni par la critique, ni par... c'est complètement direct. Voilà, donc c'est un espace très diversifié, Internet, et très intéressant pour ce qui s'y passe. Et on peut penser à 50 Shades of Grey, qui a commencé sur Internet, et c'est le succès sur Internet qui a fait qu'il a été récupéré par un éditeur et ensuite commercialisé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Allora, Rosario mi domanda anche un po' di traduzione, dunque riprendo ancora il filo della traduzione, lo faccio io adesso. Rosario di Roma, che è stato anche uno coordinatore dell'associazione delle riviste culturali italiane, così ci siamo incontrati qui a Parigi anni fa. Rosario, ti ricordi? Dunque, Rosario domandava come mai, se lo spazio di internet, non so se ti traduco bene, non può essere anche uno spazio di creazione importante. Adesso, allora Giselle rispondeva di fatti che lo è, anche se c'è questo peso di normalizzazione che ha la sua influenza, però c'è tutta una letteratura che passa tramite internet e che crea anche un lettorato che è indipendente delle case editrici anche normali, abituali, classiche. E dunque c'è tutto, c'è il peggio e il migliore. E la gestione di questo equilibrio è lì che si farà, mi sembra, come dire, il rapport de force, la posta in gioco. È lì che si farà magari la differenza, ma lì ci dobbiamo lavorare ognuno, questo lo dico io. Non so se sono stato... ho potuto riassumere bene tutto ciò che è stato detto, ma è più o meno quello che è stato detto. Rosario, spero che hai capito. Et sur la critique, c'est très juste, hein, c'est effectivement sur la critique, c'est ce que je disais à la fin, les critiques sont très inquiets parce que chacun peut exprimer son avis sur Internet. Et donc ça remet en cause leur autorité. Oui. Ça pose aussi des problèmes. Hein, oui, parce que l'autre opposé, c'est que c'est le café de
c'est le comptoir de café qui prend Moi, je pense que c'est plus varié que ça. Je pense qu'il y a des espaces de vraies discussions, comme les clubs de lecture, qui sont des vrais espaces d'échange et de discussion. Après, il y a aussi des gens qui utilisent Internet pour faire des choses plus lapidaires et plus, comment dire, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des vrais arguments et des vraies discussions, même sur les sites amateurs. C'est intéressant. Oui, il faut trouver les bons sites. En fait, alors voilà, on va se résumer. Il y a peut-être d'autres questions avant de conclure, puisque on a dépassé l'heure déjà. Oui, on a eu un peu de problème au début. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois deux amis éditeurs, écrivains qui souhaiteraient intervenir. Non, sinon que Maria Grazia, vous voulez parler? Non? J'ai vu votre nom apparaître sur l'écran. Bon, alors, il est temps de conclure. Gisèle Sepiolo, je vous remercie beaucoup pour cette riche échange. J'espère qu'on pourra poursuivre ce dialogue puisque nous avons en tête aussi l'organisation d'un colloque l'année prochaine sur la valeur, la littérature et la chaîne de valeur aujourd'hui. On en a parlé amplement aujourd'hui. Et je voudrais remercier également Marcella qui a assumé la traduction ainsi que Gérard Perret qui a assuré la régie. Notre prochain rendez-vous qui est prévu pour le 19 juin prochain n'est pas encore déterminé, mais je vous invite à suivre notre actualité sur l'espace et sur le site linguafrancaonline.org pour la suite et notre page Facebook. Merci encore de votre attention et je vous souhaite un bon appétit à tous. Et Fulvio, oui. Fulvio, si c'est un vendredi, c'est le 18 juin. 18 juin, ah oui, bon, l'appel 18 juin, justement. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes le 21 mai, qui est la journée internationale de la diversité culturelle. Donc, ça ne pouvait pas tomber. Je sais que l'Observatoire de la diversité culturelle, dont j'ai été un des animateurs, est représenté ici par le président de cette association, Bouviette, qui était parmi nous. Je ne sais pas s'il est encore. Voilà. Merci encore de votre attention. Merci beaucoup, Fulvio, et merci Marcella. Et merci à Gérard aussi. Merci, grand plaisir d'être avec vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon week-end. Au revoir. Ah, j'avais pas vu professeur peut-être considéré comme épicène et compte tenu de l'évolution des gens, il s'agit de restaurer le neutre. Ah bon, voilà. Non, mais ça, je suis d'accord qu'on a toute une problématique autour du genre qui est en train d'émerger. Je suis absolument d'accord. Ça n'empêche pas, tout ça, c'est expérimental et intéressant. Bon, voilà. Ben, ce sera une prochaine rencontre éventuellement. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Au revoir.